Youssef, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis très content d'être là. Très content. Le plaisir est pour moi, vraiment. Première fois qu'on se rencontre en plus. Exactement. Alors que ça fait quand même un moment que tu rappes. Oui, de ouf. Vraiment, tu sors des projets. Un moment que je te suis et tout, donc c'est bien, ça fait plaisir. Je suis content, ouais, vraiment, qu'on puisse enfin parler de toi, parler de ta carrière et parler bien sûr de ce qui se passe en ce moment. En préparant l'interview, je suis tombé sur un article de Sudinfo de 2012 qui parle d'un jeune rappeur de 14 ans. Il y a une petite photo de toi. Je sais pas si tu vois de quel article je parle, mais ouais. C'était le premier article dans la presse. Bah ouais, j'imagine. Petit, Oui, donc forcément, tu t'en souviens. Et donc, c'est quand même fou parce que le fait de commencer à rapper à 12, 13 piges, ça à la limite, je peux pas dire que c'est commun, mais t'as plein de rappeurs qui commencent tôt. Mais le fait d'avoir déjà un peu de presse, etc. Comment tu expliques que très tôt, il y a eu quelque part je vais pas dire un engouement, mais en tout cas des gens qui ont commencé à parler de toi dans la presse alors que tu étais encore un gamin qui débutait, quoi. Ouais. Bah, en vrai, c'est parce que j'ai commencé jeune, mais surtout dans ma ville. Donc moi, je viens de Tournai, c'est une petite ville en Belgique. En Belgique, ouais. Où il n'y a pas non plus énormément d'artistes, tu vois. Donc il y a quand même, tu vois, il y a une scène rap, il y a des anciens, des gens plus anciens que moi, plus grands et tout, qui faisaient de la musique, il y avait quand même une scène active. Mais il y a un peu ce truc de dès qu'il y a un artiste qui essaye de faire quelque chose, on en parle et on le soutient. Et je parle pas des médias, je parle vraiment des gens, parce que même avant même d'avoir cet article, quand j'avais 14 ans, bah, tu vois, j'avais déjà, ça commençait par mes grands frères qui mobilisaient leurs potes, puis machin, puis mes potes à moi, et puis d'un coup, t'as une petite armée comme ça qui se crée, et qui est vraiment en mode, ils portent l'artiste de leur ville pour donner de la force. Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment, dès le début, donné l'impulsion, tu vois, d'être entouré, et ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui encore, mais d'être entouré de gens qui croient en toi plus que toi, presque, tu vois. Et donc d'être porté par le truc et de pas se poser de questions et continuer à le faire, quoi. Est-ce que cette histoire d'armée dont tu parles, c'est ce qui t'a poussé aussi sur ton premier album à le produire via une campagne de financement participatif? Parce que c'est pas commun sur un premier album quand t'as pas forcément encore une énorme fanbase. Est-ce que c'est parce que tu sentais justement un engouement local et que tu t'es dit vas-y, c'est peut-être comme ça que je veux produire ma musique? En vrai, c'était d'une part de ça, mais c'est aussi la réalité de la production d'un projet, parce que moi j'ai toujours été j'étais indépendant à ce moment-là, j'avais vraiment l'envie de faire les choses, mais pas forcément les moyens pour le faire. Et c'est un moment aussi où tu te rends compte que, vu que je viens d'une petite ville, que je fais le rap que je fais, etc., il n'y a pas d'engouement de maison de disques, il n'y a personne qui croit en ta musique au point de mettre des talles, tu vois. Donc il y a un moment, tu es un peu obligé de faire avec les moyens du bord. Et en vrai, ça a été le cas pendant très longtemps. C'est-à-dire que la première signature que j'ai faite vraiment en label, c'était 2 ans avant Nouvelle École. Et ça s'est très mal passé d'ailleurs. Assez tard, globalement, par rapport au début de carrière. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, pendant très longtemps, j'avais beau... Alors qu'avant ça, avant cette signature, j'avais déjà sorti des projets, j'avais déjà fait des featuring, des collabs avec des artistes, tu vois, qui ont de la visibilité. J'avais fait beaucoup de concerts, j'avais beaucoup d'articles dans les médias. Et pourtant, les médias rap, on te connaissait déjà, par exemple. T'étais pas inconnu. Et pourtant, il n'y a jamais eu vraiment de sollicitation de label. C'est toujours l'impression d'être le mec qu'on regardait un peu de loin, on laisse faire et on verra s'il se passe vraiment un truc. Et en fait, quand t'es artiste et que toi, la musique c'est ton rêve, t'attends pas que les labels viennent vers toi, tu te débrouilles, tu fais comme tu peux, et voilà. Tu vois. Pourquoi ça s'est mal passé donc, quand t'as signé en maison de disque il y a donc 2 ans avant Nouvelle École, donc vers 2022 Ouais, c'est ça, 2022. 2022, ça s'est très mal passé parce qu'en fait, j'ai bossé avec un label qui était donc en France, qui était assez installé et tout. Et en vrai, j'ai le droit de le citer. C'est un label qui s'appelle E47, qui était fondé par Camaro, que tout le monde connaît. Bien sûr. Et le chanteur de Femme Like You. Et en gros, ce label m'avait signé, j'étais en licence, moi, à ce moment-là. En fait, le contrat, il était bien. C'est-à-dire que vraiment, la licence, elle était bien. Moi, c'était pas une arnaque. Non, c'était pas une arnaque. Sur papier, le contrat, il était vraiment bien. J'avais des bonnes avances, j'avais tout ce qu'il fallait. Et du coup, j'ai quitté mon taf. C'est-à-dire que c'était la première fois de ma vie aussi où je vivais de la musique. Tu te consacrais à la musique. Voilà, exactement. Donc moi, j'étais vraiment dans une mentale de... J'ai une brèche qui s'ouvre et je vais la saisir à fond. Et donc j'y vais, je tape. Et à ce moment-là, je sors mon album qui s'appelle Pour que les étoiles brillent. Qui est ton dernier album en date. Ouais, c'est ça. En plus, c'est le dernier en date aujourd'hui, exactement. Et en fait, je sors l'album et ça se passe pas très bien avec eux d'un point de vue financier, où en gros, le contrat, il est bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embrouille juridique. Le contrat, sur papier, il est très bien. Il était relu par les avocats et tout, c'est carré. Sauf que
Les factures, elles sont pas payées, jusqu'au jour où on m'appelle pendant la sortie de l'album. Donc moi, j'ai fait l'erreur de livrer les masters sans avoir reçu les avances parce que j'avais envie que l'album sorte. Voilà, j'étais jeune, un peu impatient et tout. En vrai, j'ai bien fait après coup, mais j'apprends dans la foulée. Il y a une des personnes du label, dont je citerai pas le nom, qui m'appelle et qui me dit, voilà, Youssef, on a fait faillite, on est en liquidation, tu seras jamais payé, ciao. Et là, t'as pas de... Et voilà, et moi, à ce moment-là, j'ai 24 ans. Je te dis, j'ai quitté mon taf en comptant sur cet argent-là parce que tu as signé, donc tu sais que tu vas recevoir cet argent. Il n'y a aucune, tu vois, il y a une chance sur 1000 qu'il y ait une faillite, qu'il y ait une liquidation judiciaire, que tu ne retrouves pas ton argent. Et là, en fait, je perds, tu vois, je perds, je sais pas, entre 20 et 40 000 euros d'un coup, qui est de l'argent que moi, jamais je peux perdre cet argent-là. Et plus, tu sais, tous les gens avec qui tu as bossé qui sont pas payés, donc tu sais, les gens qui ont fait tes clips, qui ont fait tes photos, les ingé-sons, les machins. Après, en plus, c'est tes amis, tu vois, bien mais sûr. Toi, le label, il est là et tout, donc voilà, grosse embrouille. Expérience traumatisante pour moi aussi, parce que c'est le premier moment de ma vie où les gens autour de moi voient que j'ai signé. Donc tu sais, il y a un truc, quand tu signes un label, c'est aussi une réussite aux yeux de ton entourage. Tout le monde regarde en mode, waouh, ça y est, Youssef, enfin. Bien sûr. Ça fait 10 ans que tu charbonnes et tout, t'as enfin signé et tout, c'est trop cool. Et donc je me prends ça de plein de fouet. En vrai, c'est un mur dans la gueule. Et surtout, c'est un truc qui te fait te remettre en question. Parce que 24 ans, c'est un âge où moi, sur le côté, j'avais un vrai taf, tu vois, à côté de la musique, entre guillemets. Donc, qui me permettait de gagner ma vie. Je travaillais en agence de communication. Et du coup, c'est aussi un âge où tu vois, tu sais, tes potes, ils commencent à mettre un peu d'argent de côté. L'autre, il s'est installé avec madame, il a fait son prêt pour sa maison, l'autre machin. Et toi, t'es là, tu vois que tu viens de perdre énormément d'argent à cause de la musique. Est-ce que tu t'y remets? Est-ce que tu continues? C'est très dur. C'est vraiment très, très dur. Et donc, tu passes par une période de gros flou et tu te remets à bosser. Tu retournes au taf. Moi, je ne l'ai pas vécu comme un échec parce qu'en vrai, je suis retourné dans l'agence dans laquelle je bossais. Parce que vraiment, là-bas, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Tu vois, c'était une passion aussi. Mais expérience très dure. Bah, j'imagine. Très, très dure. Et justement, comment tu continues en fait? Parce que tu dis que c'est des moments où tu peux effectivement te remettre en cause. Même si tu sais que tu rappes bien, même si des gens croient en toi, tu peux dire, bon bah vas-y, tu vois, genre c'est tentant, j'imagine, de se dire, bon bah vas-y, je vais juste avoir une autre vie et puis je vais continuer à faire du rap le dimanche, en gros. Donc qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été le cas? Bah en fait, honnêtement, il y a presque un moment où j'ai failli me complaire là-dedans. Ça veut dire me rendre compte que, au-delà de la question des labels, de la question des financements du projet et tout, j'avais un peu la même chose d'un point de vue du public. J'avais cette impression que j'avais atteint ce que je devais atteindre, qu'il y avait un plafond de verre et qu'en fait ma musique elle est juste plus à la mode. J'avais vraiment ce sentiment de me dire, en fait, frérot, tu fais du rap qu'on écoutait il y a 20 piges, t'aurais pu percer il y a 20 ans, tu vois, il y a 20 ans t'aurais pu vendre beaucoup de disques et tout, mais ça y est, c'est fini. Cette époque elle est révolue, ce rap là il va plus être mis en avant ni par les médias, ni par le public, ni sur les réseaux et tout. Donc vraiment je me suis moi-même enfermé dans un truc où je me suis dit, bah tu sais quoi, en fait moi ma carrière elle va se résumer à vendre tu vois, quelques centaines, quelques milliers de disques. Je vais faire quelques petites salles. Je vais remplir au max des jauges à 400, 500. Et je peux me créer ma petite économie. Il y a plein d'artistes indépendants, c'est déjà très, très bien. Il y a pire, mais... Exactement. Il y a des gens, ils travaillent... Tu te rends compte qu'il y a peut-être un plafond de verre. Voilà, c'est ça. Moi, je me dis... Et j'ai toujours eu aussi cette faculté à être très reconnaissant envers tout ce que je pouvais faire. Donc pour moi, même quand tu fais une petite salle, quand tu fais un petit média, quand tu vends 500 disques, il y a des gens qui travaillent toute leur vie, ils le font pas, déjà. Bien sûr. Donc déjà, je suis très reconnaissant pour ça. Et du coup, je me suis mis d'accord. J'étais en mode, ok, moi, ça va être ça. Si t'es en paix avec ça. J'ai mon taf, j'ai mon truc. Mais au fond de toi, il y a quand même ce truc de, tu vois, quand c'est ton rêve depuis que t'es tout petit. Parce que moi, la musique, j'en rêve depuis que j'ai 5, 6, 7 ans. Tu vois, l'âge où la plupart des mecs de mon âge, je sais pas, ils regardent le foot, ils veulent devenir comme Zidane, etc. Moi, j'écoutais du rap, je voulais devenir comme Sopra, je voulais devenir comme Youssoupha, je voulais devenir Kenny Arcana. C'était, tu vois, t'as jamais, obligatoire. Dès ton plus jeune âge, tes héros, c'était les rappeurs ou les rappeuses. Que le rap. J'étais, je te dis, le foot, pas très calé, tu vois. Franchement, le cinéma, je kiffe, mais c'était pas genre mes rêves. Moi, c'était le rap. Mais à un âge où, même des fois, je regarde en arrière. Normalement, t'es pas censé, C'est ça, tu sais, des fois, la dernière fois, je tombais sur Puisqu'il faut vivre. Je crois que c'était l'anniversaire de l'album Puisqu'il faut vivre que moi, j'avais écouté quand j'étais petit à sa sortie. Et cet album-là, il m'a matrixé quand j'étais enfant. C'est un album Soprano. Je l'écoutais, exactement. C'est un album incroyable de Soprano. Je l'écoutais en boucle. Je réécrivais les textes. Enfin, c'était vraiment, j'étais obsédé par ça, comme les enfants sont, tu vois, on leurs idoles et tout. Bien sûr.
Et je capte qu'il est sorti en 2006. Ouais. Et je fais les calculs et je me dis, j'avais 8 ans. Et j'avais 8 ans. Et en fait, j'étais matrixé par des morceaux genre mélancolique. Ouais, un mec qui est en dépression. Puisqu'il faut vivre et tout. Et là, Ouais. j'ai capté d'où venait cette. Tu vois. Et oui, en vrai, pour moi, c'était vraiment ce truc de je veux devenir rappeur quand je serai grand. Ouais. Pour moi, c'était comme les super-héros et tout. C'était vraiment genre mes idoles. Est-ce que du coup, Nouvelle École, t'y vas en te disant c'est la dernière chance? Toi, tu rappes depuis longtemps, donc t'as déjà des albums à ton compteur, t'as déjà des featuring prestigieux, t'as déjà... quand t'y vas, t'es dans quel état d'esprit? En fait, moi, j'étais à la toute base, on m'a démarché pour la saison 2. Et j'ai dit non. On est venu te voir, ok. On est venu me voir pour la saison 2 et j'ai dit non parce que la première saison, elle n'était pas encore sortie à ce moment-là, je savais pas trop où je mettais les pieds Ouais. et surtout, j'avais l'impression que j'étais pas à ma place artistiquement. Donc je parle pas humainement et tout, je parle vraiment de me dire est-ce que ma musique vraiment elle est dans les codes de Nouvelle École, est-ce qu'elle correspond à ce qu'on pas vu à attend quoi d'une ça émission ressemble comme déjà, ça. donc Et voilà, ouais. donc, Ça pour peut faire moi, peur, télécroché tu vois autour du rap. moi je me rappelle à ce moment-là il y avait la bande-annonce, je voyais les battles, les trucs, j'étais en mode ouais, tu vois c'est pas, moi je suis pas un mec de battle, j'avais vraiment l'impression que j'allais pas être à ma place et que ça allait me desservir. Je refuse, la première saison elle sort, 1 an plus tard la deuxième elle sort et à ce moment-là c'est un de mes meilleurs potes qui s'appelle Nelson qui m'appelle et il m'insulte, ça veut dire il me met une pression, il m'insulte pendant je sais pas combien de temps et tout, mais vraiment. Et il me dit, frérot, je suis en train de regarder la saison 2 et bref, je vais rester correct, mais il m'insulte vraiment, premier degré, en me disant, frérot, pourquoi t'oses pas le faire? En fait, vraiment, il est en mode, t'as peur. En mode, pas parce que t'as peur. Alors que je regarde la saison 2, il me dit, t'es plus chaud qu'eux, frérot. Je regarde, pour moi, il y en a plein qui est plus chaud que mon pote, donc vas-y, frère, montre-leur, s'il te plaît, tu vois. Et moi, j'étais un peu en mode de... À ce moment-là, justement, c'était vraiment le moment où j'avais un peu laissé tomber, où j'étais vraiment en train de me dire, il n'y a plus de momentum autour de ma musique, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui m'attend vraiment, je suis en galère, j'ai pas de label, j'ai pas de moyens, j'ai pas de trucs, vas-y, tu vois. Ouais. Et je me dis, en vrai, pourquoi pas? Et j'envoie un message à Zara qui s'occupe du casting. Ouais, la fameuse, elle a souvent été citée ici. Exactement, bien sûr, tout le monde la connaît. Et je lui envoie un message en lui demandant est-ce que tu bosses encore pour le casting de Nouvelle École? Et elle me répond en me disant je bosse encore pour le casting, sauf qu'on le boucle demain. Donc si tu veux le passer, c'est maintenant. Et en quelques heures, je me retrouve en Zoom à passer un appel, etc. Et puis voilà, le casting se fait. Mais quand j'y vais, très honnêtement, vraiment jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire jusqu'au moment de la finale, jusqu'à ma victoire, j'y suis allé pour la promo. Je suis pas allé pour gagner. J'étais en mode, c'est une visibilité de fou, tu as du mal à trouver ailleurs. Et parce que tout le monde regarde, et pas que Évidemment, les gens du rap, et pas tout que les gens du rap, c'est une exposition de fou. Tout le monde en parle. Si tu as une ouverture, vas-y, montre ce que tu sais faire. Et moi, j'étais vraiment en mode, mon seul objectif, c'est de montrer vraiment ce que moi, j'estime que je fais bien. Ouais. Vraiment ma musique, Rapper. ce qui me démarque, etc. Et puis c'est tout, tu vois, que je fasse ça en un épisode, en 2 épisodes. Et puis j'étais beaucoup rassuré aussi par des parcours comme celui de Ben PLG, par exemple. De dire, en vrai, il te suffit de quelques secondes à l'écran, juste tu rappes. Tu vois, montre un vrai couplet et le public fera son taf. Parce que j'estime que, bon, c'est facile de dire ça dans ma position parce que j'ai gagné et tout, c'est bien, mais j'estime que Nouvelle École, la vraie victoire, elle est attribuée par le public, pas par le jury, ni par le fait de gagner, ni par les 100 000 euros. En vrai, l'argent, c'est la seule différence. Et encore, parce qu'après, tu peux te construire une carrière et Inch'Allah, tu Bébé gagnes Jacques, de comme un l'argent et exemple, tout, tu par vois, exemple, voilà. tu vois des gens qui... Mais dans ma tête, j'étais en mode, moi, je dois convaincre le public, pas le jury. Donc je vais entrer, je vais rapper, et le public qui aime ce rap-là, il va me découvrir, et c'est très bien, et ciao. Et juste, je reste, je fais mon truc, et je me hachem pas, et je commence pas, tu vois. Et j'y suis allé dans cette mentale. Et en vrai, il n'y a aucun moment où je pensais à la finale. À chaque fois, à chaque fois, je m'imaginais sortir. Chaque épreuve, j'étais en mode, c'est ma dernière, du coup, il faut que je sorte avec un couplet qui tue. Parce que moi, ma phobie, c'est pas de perdre Nouvelle École, c'est de perdre avec un couplet un peu nul. C'est en mode, je vais mal le prendre parce que frérot, dans sa rap, normalement, tu vois. Justement, parce que tu vas en finale. Et moi, en finale, franchement, je suis très surpris par ta pression. Parce qu'en fait, ils vous disent, faut faire un hit. Ouais. Donc pour moi, quand je regarde la finale, autant le morceau que tu délivres, c'est celui qui me parle le plus, moi, intrinsèquement. Mais moi, si j'avais été jury, je sais pas, parce que si j'avais voté pas, parce que tu me dis, mais est-ce qu'il est pas hors sujet, en fait? Parce qu'en fait, et pour moi, et d'ailleurs, tu le dis même dans le morceau, tu dis, en fait, tant pis pour le hit, quoi. En gros, moi, je viens, je fais... Et c'est un parti pris, en vrai, c'est archi-culotté ou kamikaze, je sais pas, parce qu'on me demande de faire un hit, et c'est ce que Daddy a bien fait, je trouve, dans la formule. Je pense que bêtement, pas bêtement d'ailleurs, mais je pense que intrinsèquement, je me serais peut-être, moi, dirigé vers lui. Mais le fait que tu mettes le doute
dans la tête du jury qui attendait un hit et qui, au final, va vers un morceau de Peura, le plus authentique qui soit, avec un hommage à Morad, etc. Enfin, tu vois, avec une ref à un couplet de Booba. Enfin, c'est vraiment un truc de rappeur, tu vois. De ouf. Donc c'est trop bien. Moi, je suis très content au final. Mais quand j'ai regardé, je me dis, est-ce que c'est ça qu'on demande, tu vois? Donc en fait, toi, effectivement, tu savais ce qu'on demandait, tu as décidé de faire l'inverse. Donc tu prends un risque que je comprends du coup parce que tu dis qu'en fait, toi, tu voulais surtout montrer ton style de rap, etc. Mais est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, est-ce que je suis pas en train de, pas de faire de la merde, mais en tout cas de faire, d'être à côté, de passer à côté de l'épreuve? Mais si, bien sûr. Parce que... Mais de ouf. Non, moi, franchement, j'étais vraiment très stressé sur cette épreuve. Pourquoi? Parce que au tout début, j'envisageais justement de faire quelque chose qui, voilà, en tout cas un semblant de hit. J'avais une maquette qui existe, que j'avais faite sur mon téléphone. Ça partait dans une direction un peu, tu vois, un peu Tiff, un peu PLK, un truc où ça rappe, donc t'es pas en mélo, mais quand même ça sonne. Où j'avais une rêve, c'était le morceau de Stormzy, Voici Bop. Tu vois, ce genre de truc. Pour moi, c'est un hit. Pourtant, ça rappe, ça chante pas. Tout à fait. Et tu vois, j'allais partir dans cette direction-là. Ça veut pas dire que c'est une zone de confort pour moi, mais je me disais, faut tenter l'exercice. Et puis en vrai, t'es là, frère, t'as une chance sur 3 de prendre 100 000 euros, t'y vas. Tu vois. Et donc tu tentes quand même. À ce moment-là, l'argent devient quand même un petit moteur, mais oui. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'avais 2 jours à l'hôtel avant la prestation. Et j'étais en mode avion. Et la seule personne à qui je répondais de temps en temps, c'était ma daronne. Et ma mère, elle m'appelle. Ma mère, il faut savoir qu'elle ne connaît pas Nouvelle École, connaît pas forcément le rap français. Mais t'en parles beaucoup dans tes textes, en tout cas. Exactement. Et c'est pour ça que je commence en parlant d'elle, parce qu'en fait, c'est elle au téléphone qui m'a dit... donc je lui explique, je lui dis, voilà, les consignes du jury, c'est de faire un hit. Voilà, un hit, c'est un son qui peut tourner en boîte de nuit, qui peut, voilà, que les gens, avec un refrain que les gens tu vois, peuvent retenir, un truc un peu festif et tout, qui met l'ambiance. Donc voilà, je vais tenter un truc. J'ai des pistes et tout, je réfléchis. Et elle me dit, non, mais t'as pas compris, c'est pas ça que tu dois faire du tout. Et je lui explique, je dis, bah, maman, c'est moi qui ai vu le jury, tu vois, ils m'ont donné la consigne à moi, je t'explique. Je suis en face d'Aya Nakamura, maman. Enfin, je veux dire. Je dis, maman, c'est exactement ça que je dois faire. Elle me dit, non, pas du tout. Et en fait, elle insiste en m'expliquant que, elle me dit, regarde, depuis que t'es tout petit, t'écris des chansons, voilà, la plupart en catalogue en mode, c'est des chansons tristes, des chansons touchantes, qui font pleurer les gens, etc. Alors oui, c'est pas ça qui t'est demandé, mais c'est ça que tu sais faire. Et elle me dit, et du coup, c'est ça que tu dois faire. Et débrouille-toi, trouve les mots. Elle me répétait toujours, trouve les bons mots. Et si tu trouves les bons mots, tu vas gagner. Mais là, c'est ton problème à toi, tu dois te débrouiller, tu dois trouver les bons mots. Mais il faut que tu touches les gens dans leur cœur. Parce qu'elle m'explique aussi, elle me dit, en vrai, faire de la musique qui ambiance, tu vois, qui est festive, machin, etc., il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Par contre, trouver une brèche dans le cœur des gens, les toucher et tout, ça, c'est pas facile. Et toi, tu sais le faire. C'est ça que tu dois faire. Et si tu le fais, tu gagnes. Et moi, je suis dans une mentale, je me dis, en vrai, c'est pas du tout... Je pense que n'importe quel DA de maison de disques que j'aurais vu m'aurait pas donné ce conseil-là. Et moi-même, je me donnais pas ce conseil-là. Ouais. Mais à un moment, je me dis, en vrai, ma daronne, elle a raison sur un truc, c'est que c'est ça que je sais faire le mieux. Et faut pas oublier que je suis là pour toucher le public. Donc en vrai, il vaut mieux que je fasse une perf où je suis à 100% de mes capacités, quitte à perdre. Et donc je dis à ma mère, je suis d'accord, je vais faire un morceau comme ça, je vais le faire. Là où juste je suis pas d'accord, c'est que je vais le faire, mais je vais perdre. Mais par contre, je vais perdre de manière stylée, en mode 8 Mile. Donc on est d'accord sur le principe, juste sur le résultat. Toi, tu penses que je vais gagner, moi je pense que je vais perdre, mais dans tous les cas, je serai gagnant. Je raccroche, je commence à écrire générique de fin, et je suis un peu hypé, parce que c'est le rap que j'aime. Ouais. Donc moi, je sens que je suis sur un truc et tout, je kiffe le morceau. Moi, je l'écris sur la phase B de Kenny Arcana de 5e Soleil. Ok, bien sûr, ouais. Et donc je l'écris vraiment dans ma tête, je suis dans un film, tu vois, je suis dans une scène de film, je me vois machin, la scène de fin et tout, je suis trop bien. Je vais au studio, on fait le morceau avec Voluptique, ça se passe trop bien aussi, Voluptique, incroyable, vraiment l'homme du match. Et quand on termine le morceau, je suis vraiment hypé. Je l'écoute toute la nuit, je kiffe et tout, sauf quand on arrive en répète le lendemain. On arrive en répète et j'entends de loin les morceaux de JR et de Daddy. Et là, terminé, changement d'ambiance, mon moral il est à 0 et je me dis qu'est-ce que je viens de faire ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Et en fait, je les écoute les deux, exactement. Et je me dis en fait, je suis hors sujet. Et à un moment, je me dis mais Youssef, comment tu peux te retrouver au port de la finale, enfin en finale, au port de la victoire, une chance sur 3 de prendre 100 000 €. À ce moment-là, je pense beaucoup à l'argent aussi. Oui. Parce que je me dis ok, c'est bien. Bah, ça change ta vie mais, en fait. Ouais, ça change la vie. Et à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'argent en plus. Donc vraiment, j'étais en mode qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai pas essayé ? Et en fait, à ce moment-là, pendant 24 heures, je m'en suis beaucoup voulu.
à Est-ce que moi-même. t'en as voulu à ta mère ou pas? Pas du tout. Non, parce que Ok. ma daronne, franchement, je comprends. Et en vrai, elle a eu la vision. En vrai, De le toute conseil, façon, il est ouf. Elle a eu la Ouais. vision. C'est grâce à elle. Mais je m'en voulais pour un truc, c'était de me dire, je suis capable d'arriver jusqu'en finale, mais je suis pas capable de la gagner. Mmh. Pourquoi? Et tu sais, je me remets en question, mais Ouais. techniquement. C'est-à-dire là, je suis en train de parler aux rappeurs, de me dire comment tu peux arriver jusqu'en finale. On te demande de faire un hit, t'es pas capable d'en faire un morceau qui ambiance, t'es pas capable. T'es obligé de revenir avec un morceau rap, machin. Et du coup, je m'en voulais un petit peu. Vraiment, j'étais un peu déçu de moi-même, Ouais. et parce que je De pas voyais avoir la essayé. défaite. Ouais, c'est ça, je voyais la défaite, je voyais le fait que j'avais pas essayé, j'avais voulu rester dans ma zone de confort. Et qu'en fait, j'étais trop accroché en mode de je veux rester authentique, je veux montrer, tu vois, mon rap, mon truc. Et dans les faits, c'est bien. Mais quand t'es dans ta loge tout seul, en vrai, tu te remets beaucoup en question. Mmh. Et puis j'y suis allé. Et parce qu'il n'y avait plus le choix. Il n'y a pas de retour en arrière. S'il m'avait mis une semaine de plus, je pense que j'aurais changé de morceau si j'avais eu Ouais, le temps. ouais, ouais. Tellement je stressais. Et là, en fait, il n'y avait plus de retour en arrière. Moi, j'y croyais pas du tout. Mais je savais que le morceau, il était bon. Et que j'allais pouvoir toucher les gens. T'allais Et pas que t'afficher en tout cas. j'allais pas m'afficher. Et que j'allais avoir un public après. Que je pouvais. Que j'aurais pu avoir la plupart des choses qui se passent aujourd'hui, en fait. Parce que les gens, ils sont convaincus par le morceau. Alors oui, il y a le fait de gagner et tout. Mais je pense que j'avais déjà... moi, en fait, quand je suis descendu de scène, avec ou sans le résultat, je savais que j'avais gagné, en fait, j'avais gagné un pour truc. toi. Ouais. J'étais en mode, vas-y, c'est bon. Le reste c'est que du matériel. Mais là, c'est bon. Et oui, il y a une sorte de gros bug Ouais, dans la bah ouais, matrice. Et je pense que en écoutant le morceau, en le préparant, en étant en répète, avec tout le monde, même le jury qui voit la presta, etc., c'est ce que... Je sais plus si on le voit au montage ou pas. Je sais plus si on le voit au montage, mais je me rappelle du premier retour de SCH, juste après le titre, où il me dit, bah, certes, c'est pas un morceau pour gagner une finale de Nouvelle École, mais par contre, c'est un morceau qui marque quelque chose, qui marque les esprits, et je me doute pas que tu vas devenir celui que tu veux devenir. Mmh. Et donc, en fait, à ce moment-là, je crois que tout le monde, d'un commun accord, se dit, Youssef, il a géré, tu vois, Harakiri, trop stylé, tu vois, Ouais. mais voilà, il va pas gagner. Mais par contre, Exactement. bien, merci Ouais, pour la ouais, culture. c'est ça. Et je crois que sur toutes les personnes présentes au tournage, il n'y a que ma daronne qui n'a pas douté. Il y a que elle a vu, elle pensait que j'avais déjà gagné, donc elle était déjà en mode victoire, alors qu'il fallait attendre les délibérations, tout ça. Mais elle, c'est la seule qui n'a pas douté un seul moment. Alors que même moi, et même le jury, tu vois, Oui, c'est clair. Personne Enfin, le s'y jury, attendait. on a vu que le jury a douté. le jury, C'est chaud. Mais en vrai, tu peux avoir du succès sans faire de morceaux qui ont la gueule de hit, mais en fait qui peuvent en devenir ou qui peuvent, tu vois. Et je crois que c'est aussi important, tu vois, de montrer que tout n'est pas, ne doit pas forcément ressembler à la même chose exactement, tu vois. Et c'est un peu ça ta victoire, tu vois, ce que ça montre, c'est qu'il y a une autre scène, un autre rap en fait qui existe Exactement. encore et qui peut marcher en fait, tu De vois. ouf. Tu vois. Mais c'est que ça, pour moi, l'aura de Nouvelle École, l'aura de Netflix, l'aura du jury, ça envoie un signal. Tout le monde, dès le début, m'a sorti cette phrase de c'est le rap qui gagne, mais dans le sens aussi, c'est vraiment un courant, c'est tous les artistes qui sont chez eux, qui font cette musique-là, qui ont l'impression qu'ils galèrent, machin. Mmh. C'est les gens qui l'écoutent, c'est les gens qui y croient. Et je crois que c'était un truc qui faisait du bien à tout le monde et qui était perçu collectivement. En fait, moi, j'avais vraiment cette impression de ne pas avoir gagné pour moi, mais d'avoir gagné pour, tu sais, pour un courant, pour une culture. Et je sentais que c'était un truc qui me dépassait et qu'on me félicitait rarement, moi, personnellement. J'avais pas l'impression que c'était pas en mode Youssef Psartek, c'était en mode on a gagné, tu vois. Les gens, ils parlaient en on, ils s'attribuaient la victoire, et en vrai, c'est trop beau. Tu vois, quand tu sors de Nouvelle École, quand vous sortez de Nouvelle École et que vous gagnez, il y a évidemment un buzz, tu vois, pour tout le monde d'ailleurs, hein, pour le gagnant comme pour les autres. Et puis il y a un peu, j'ai l'impression, deux manières de faire. Soit tu sors directement après Nouvelle École pour profiter un peu du buzz qu'il y a à ce moment-là, soit t'attends. Toi, t'as plutôt attendu. Pourquoi tu décides un peu de prendre un contre-pied là-dessus? Alors, pour moi, c'est à moitié de décider, pour en parler de manière transparente. Je pense que si j'avais été prêt à sortir direct, genre en septembre, j'aurais sorti en septembre. Ok. Pour moi, c'était une question de... Je sentais que le projet, il n'était pas prêt. Tu vois, que j'étais pas content. Et surtout, il y a un truc de... t'as beau t'y préparer, c'est-à-dire que moi, je termine le tournage, on va dire en fin décembre, donc 2023. Diffusé en juillet. Diffusé en juillet. Donc, t'as une ouverture, t'as une plage de 6-7 mois. Pendant ce temps-là, forcément, moi, je fais de la musique, je me prépare. Mais quand ça sort, la vérité, quand ça sort fin juillet, t'as beau te préparer autant que tu veux, tu te prends une pression dans la gueule qui est vraiment écrasante.
Et moi, je n'aime pas travailler sous pression. Et je peux pas me dire, ok, je dois délivrer parce que les gens, ils attendent que je délivre. Faut que j'aille sur tel morceau parce que machin. Parce qu'en fait, si je fais ça, je fais exactement le contraire de ce que j'ai fait pour la finale. Et puis la réalité aussi, c'est que moi, déjà avant Nouvelle École, mais surtout dans les mois qui ont suivi, mon agenda, il était horrible. C'est-à-dire que vraiment, moi, je kiffe parce que je vis ma meilleure vie. Ouais. Mais la tournée, la promo, les tournages, terminé. T'as pas de temps pour aller en studio et surtout, t'as pas de temps pour écrire. Parce que le studio, c'est une chose. Mais en fait, moi, je considère que l'écriture et le fait de créer des chansons, c'est pas être en studio et enregistrer, c'est pas non plus prendre son téléphone et écrire, c'est vivre des choses. Moi, j'ai besoin de la matière première et mon job, en fait, c'est justement, c'est pas d'écrire des chansons, c'est de vivre des trucs pour les raconter plus tard. Et donc, pour ça, j'ai besoin d'avoir des conversations avec des gens, j'ai besoin d'avoir des 2-3 jours où je sors pas de chez moi, où je suis en pantoufles et en vrai, je fais rien. J'ai besoin de rester dans des bars jusqu'à 3, 4 heures, 5 heures du matin, rencontrer les mecs chelous, les fous du bus, parler avec eux, avoir une idée, avoir un truc, enfin, tu vois. Et donc, il me fallait ce temps-là aussi. Et le tout, c'était de trouver le juste milieu. Moi, j'ai très bien vécu ce qui s'est passé après Nouvelle École. Vraiment, je l'ai très bien vécu. C'est la question que j'allais te poser, ouais. Parce qu'il y a tu sais que ta vie, elle va changer. Mais parce que tu dis que tu as bien vécu, mais et t'as dit, je vis ma meilleure vie. Et je pense que oui, quand t'as rêvé de ça toute ta vie, c'est trop bien d'être un rappeur star quelque part, tu vois. Exactement. Parce que, évidemment, j'imagine. Mais en même temps, on comprend aussi dans ta musique que t'es quelqu'un qui est plutôt quelqu'un de solitaire, plutôt réservé, que en fait, t'as quand même passé une grande partie de ta carrière plutôt dans l'indé, dans l'underground, tu vois. Donc plutôt à côté du game, en fait, tu vois. Et alors, on comprend aussi que tu avais envie de plus, mais c'était sûrement aussi un peu confortable. Donc, dans quelle mesure c'est vraiment kiffant, cette espèce de... Une fois que... Ok, t'as fait 1 mois de feu, etc., mais quand ça commence à durer 3, 6 mois, etc., quand ça commence à être ta vie, est-ce que c'est vraiment si kiffant que ça? Quand en vrai, ce que t'aimes, c'est faire du rap, tu vois. En vrai, c'est kiffant dans le sens où il y a... Tu vois, ça devient ton job, ça devient ton activité principale et t'es reconnaissant éternellement envers ça. Ça a beau être, tu vois, on a beau dire, c'est un métier qui fatigue, on enchaîne les tournages, on dort pas beaucoup, on a la pression, on a le public, on a les photos dans la rue, les trucs. Quand tu viens d'un milieu où tu sais c'est quoi le vrai travail, tu sais, il y a des gens, ils travaillent dans le froid à 4h du matin pendant que toi tu rentres de ton concert et ils prennent 1002 à la fin du mois, tu sais que frère, tu es un privilégié. Donc moi, déjà, j'ai ce truc de me sentir extrêmement privilégié et je me le dis tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Donc c'est la chose qui fait que je kiffe, forcément, parce que je suis pas ingrat et que j'essaie vraiment d'être reconnaissant. Maintenant, il y a tous les enjeux qui sont liés à tes opportunités, à cette conversion justement de t'as gagné Nouvelle École, comment faire pour devenir un gros artiste. Parce qu'en fait, ce qu'on capte, moi je me rendais pas trop compte, mais en fait, quand je sors de Nouvelle École, quand Nouvelle École est sortie, forcément j'ai pris une notoriété de fou, donc tu prends, d'un coup tu passes de 20 000 à 220 000 abonnés sur Insta, tu fais des millions de streams, tu vois ta tête partout sur TikTok, sur machin, les gens ils te reconnaissent partout, et en fait, très vite, tu t'embourgeoises un petit peu. Mais dans le sens de, t'as l'impression que t'as accompli quelque chose. Et c'est le cas, t'as gagné Nouvelle École, c'est carré et tout, c'est bien. Mais presque en mode, maintenant je suis en vitesse de croisière, comme si j'avais, tu vois, comme si je sortais d'une tournée de Zénith, que j'avais des diamants derrière moi, alors que c'est pas le cas. Alors que c'est pas le cas du tout. Et c'est ça qui est très dur à comprendre, je pense, d'un point de vue extérieur, dont moi je me rends compte, et je m'en suis rendu compte très récemment seulement, grâce à un de mes amis avec qui je travaille, qui m'a un petit peu remonté les bretelles là-dessus, c'est que t'as une notoriété de big star, dans le sens... c'est pop culture, c'est Nouvelle École, c'est Netflix. Oui, c'est qu'en fait, dans le sens où n'importe qui peut te reconnaître aujourd'hui. Voilà. Et en fait, la dissonance, c'est que t'es aussi reconnu qu'un gros artiste. Par exemple, les gens ils vont te reconnaître dans la rue, machin, comme si t'étais une big star. Sauf qu'en fait, derrière, t'es pas une big star. T'as pas vendu les disques d'une big star, t'as pas rempli les salles, t'as encore énormément de choses à prouver. Et en fait, toi, ce qui est trop bizarre avec Nouvelle École, c'est que les choses, elles se font dans le sens inverse. Normalement, tu dois d'abord sortir des disques, travailler ta musique, faire grossir ton public, etc., remplir des petites salles, machin, tu passes la Maro, tu vas à la Cigale, tu fais l'Olympia, tu fais ton truc et tout, et après, t'es connu et reconnu. Donc en fait, vu que nous, ça se fait dans le sens inverse, le problème, c'est que c'est comme si nous, on commençait notre carrière d'artiste
par la case finale, qui est celle de la notoriété, tu vois. Et du coup, t'es là, t'es posé, tu dis, ouais, mais c'est bon, moi je vais sortir mon EP quand je veux, machin. Non, en fait. Et moi mon coproducteur avec qui je travaille, vraiment, il m'a attrapé en mode, c'est mort. En fait, là, t'as kiffé 1 mois, 2 mois, 3 mois et tout, c'est bien, mais à un moment, il faut qu'on bosse et qu'on ait la dalle comme avant Nouvelle École. Donc moi, le Youssef de c'est le rap qui gagne, c'est machin, c'est trop bien, j'ai mes abonnés, j'ai mes trucs, je prends des photos et je vis ma life et je vais au resto et je n'ai plus de pression. Non. Dis maintenant, il faut que tu fasses de la musique comme quand il n'y avait rien, comme t'as pas à graille, tu sais pas comment tu vas finir ton mois, c'est cette mentale qu'il faut garder. Ouais. Et en fait, ça s'arrête jamais, on a toujours envie de plus et moi j'espère un jour que je serai posé en mode je serai éternellement content et je peux m'arrêter parce que la musique, je me vois pas faire ça toute ma vie. Mais franchement, je me suis rendu compte, les gens m'attendent après Nouvelle École, faut enchaîner vite, mais j'ai pris aussi beaucoup de temps pour moi et moi, je pense que j'avais besoin de me protéger de ça pour que ça reste sain, parce que le but, c'est pas de se brûler les ailes, c'est aussi d'être bien, et ça se ressent après dans la musique. Et pas aussi, je pense, de briser quelque chose qui est à la base un rêve, parce qu'il y a un truc dont je trouve une notion qui est très présente dans tes textes, c'est la notion de rêve, en fait. Exactement. Tu vois. Ça depuis, et d'enfance aussi. Je trouve que tu parles beaucoup un peu du Youssef enfant, d'ailleurs même sur les covers de tes projets, il y a souvent un enfant, tu vois, donc il y a toujours ce truc de... en fait, ce que tu vis, et c'est pour ça je pense que tu es autant reconnaissant, c'est que tu as le sentiment de réaliser, de cocher des cases que tu voulais cocher depuis longtemps, et effectivement il y a toujours le risque que ça devienne que un job, et donc de briser ce truc-là, tu vois. Exactement. Et du coup de te briser toi aussi quelque part, un peu, parce que quand tu es défini par tes rêves comme ça, t'as pas envie qu'il soit sali, en fait, tu vois, un truc comme ça. Et justement, en parlant de rêve, on parlait de super-héros tout à l'heure, toi tu disais que c'était les rappeurs, il y a Youssoupha, qui est un rappeur que t'as beaucoup écouté, je crois, qui vient de sortir un excellent album, d'ailleurs, vraiment incroyable. Et qui est sur ton projet. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir ton Zidane, en fait, quelque part? Parce que exactement, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que ça t'a fait? C'est toujours dur de réaliser tout ce qui t'arrive après ça, parce qu'en fait, ça a été très dense. C'est-à-dire qu'il s'en est passé 1000 des trucs. Là, il y a 2-3 jours, je ne l'ai pas encore partagé sur les réseaux, mais il y a 2-3 jours, j'ai reçu une vidéo dédicace de Soprano. Pour moi, Soprano, c'est même stade, tu vois. Et en fait, tu te retrouves... Ouais, voilà, exactement. Et tu vois, tu te retrouves vraiment à avoir toutes les choses qui te semblaient inaccessibles, en tout cas dont tu rêvais, qui d'un coup se réalisent. Et en fait, tu t'attendais pas à ce que ce soit aussi naturel, aussi spontané. Moi, la rencontre avec Youssoupha, c'était très beau parce que, justement, c'était presque quelque chose que j'appréhendais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu estimes tellement... T'as pas envie que ce soit un connard. Tu le rencontres, c'est un relou, c'est ça. Bien sûr. Et en fait, c'était trop bien parce que la première fois qu'on s'est vu, on s'est posé en studio et on a tout fait sauf de la musique. C'est-à-dire, on s'est fait écouter du son, surtout on a parlé, ça se racontait des anecdotes, machin. Et en fait, vraiment, je crois, on a bougé vers 2-3 heures du matin. Et c'est seulement à la toute fin, on s'est dit, je crois que c'est lui qui m'a dit, c'est comment pour le titre avec Youssef alors? J'étais en mode, vas-y, let's go. Et après, on a continué à le faire. Et c'est trop bien aussi parce que il s'est vraiment investi à 200% dans le truc. C'est-à-dire qu'on a d'ailleurs une maquette, la première maquette sur laquelle on était parti, qu'on a laissé tomber parce que le morceau n'était pas assez fort. Donc on est parti sur un autre truc où vraiment l'idée c'était de se dire, si on n'a pas un bête de titre, ça sert même pas de le sortir. En fait, il faut qu'on fasse vraiment un gros son et tout. Moi je suis trop content. C'est mon préféré de l'EP, mais bon, je suis pas du tout objectif. Mais ouais, c'est incroyable quand tu vois, quand t'es là avec ton rappeur préféré, que t'es au studio avec lui, que ça parle, tu vois, d'égal à égal, qu'on a fait plein de sessions, et c'est ça. Donc non, franchement c'est complètement fou, mais j'ai pas forcément l'impression de réaliser encore, et c'est le genre de truc où je sais pas, tu dis moi. Est-ce que tu as l'impression, alors peut-être c'est un cliché, mais tu vois, on va dire dans le rap auquel tu vas être affilié, tu sais, un rap indé, underground, etc., on peut avoir l'impression qu'il peut y avoir une défiance vis-à-vis des labels, justement, une défiance vis-à-vis même de l'argent, tu vois. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est, mais tu sais, le cliché du l'indé en conflit avec les labels, tu sais, qui n'aime pas trop parler de thunes, etc. Est-ce que tu as l'impression d'être, toi, une exception dans cette scène-là? Ou est-ce qu'au contraire, non, c'est peut-être juste un cliché qu'on peut avoir sur... tu vois, sur... Moi, j'imagine pas, peut-être que je me trompe, j'imagine pas demi-portion, tu vois, être dans ces discussions-là, parce que je l'imagine vraiment loin de tout ça, et j'imagine que ça lui plaît pas. Mais peut-être que je me trompe, tu vois. En fait, c'est parce que je pense que si je parle de moi et je parle avec les clichés qu'on peut me donner, c'est rap à l'ancienne, les textes, conscient, bap, truc, machin. En fait, c'est pas une question de défiance ou une question de pas avoir envie, c'est qu'en fait, t'as très peu d'opportunités.
tout simplement. Tu vois, moi, comme je te disais, c'est Nouvelle École qui a fait que j'ai pu finir dans des bureaux de maison de disques avec des gens qui voulaient me faire des propositions et tout. Et très honnêtement, 80% des gens que j'ai rencontrés, donc j'en ai rencontré beaucoup, 80% des gens que j'ai rencontrés, même eux, ils avaient la frousse d'aller sur un artiste comme moi, d'aller sur cette typologie de projet. Et en fait, même toi, ça te rend fou. Alors, très honnêtement... J'ai gagné Nouvelle École, les mecs, j'ai rappé. Voilà, ça fait 12 ans que je fais du son. J'ai bossé en agence de communication pendant 5 ans. J'ai managé des artistes pendant 3 ans. Je passais sur TEDx, je fais des concours de camp, je fais des ateliers d'écriture. Tu leur fais toute la liste que tu veux. Tu dis, voilà, là, j'ai attaché de presse, on bosse avec un tel. J'ai les DA, machin, pour les clips, pour les trucs. En fait, j'ai une équipe, j'ai tout. J'ai déjà fait plein de choses par moi-même. Je connais des subventions, je connais un tel à la SACEM, un truc, et tout. Ça te dit quoi? Et surtout, j'ai gagné Nouvelle École. Donc t'arrives et ils savent comment t'as gagné Nouvelle École, ils ont entendu le morceau, le truc et tout. Donc en fait, il y a absolument tout sur la table pour faire tomber une proposition solide. Et bien malgré ça, 80% des propositions que je recevais, et j'en veux beaucoup aux DA et aux labels qui ont voulu me signer à l'époque et que je trouvais vraiment genre leur propal très très nul. Irrespectueux, espèce même. Ils ont trop peur. Ils ont trop peur. Ouais. Alors que toi, t'entends des... Donc forcément, je ne veux pas dire qu'il y a de la jalousie et tout, mais t'es quand même tu sais piqué dans ton ego. Combien d'autres c'est qu'en fait, il y a des autres artistes que personne connaît. Tu vois, ils ont 2000 abonnés sur Insta. Tu sens que le développement, il va se faire sur plusieurs années. Mais c'est autotune, c'est dans l'air du temps. Ils ont pris 2 fois ce que toi, ils te proposent. Enfin, tu sais, t'es en mode, tu te remets en question. Tu te dis, wesh, en fait, il faut que je fasse quoi pour qu'un jour, il y ait vraiment un label autre chose, Youssef. C'est ça. Fais autre chose. Allume l'autotune, frérot. mais même ça, je pense que le marché, il fait que, tu vois. Et après, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui ont quand même cru et d'avoir trouvé un deal qui me va et d'avoir une équipe solide qui croit au projet et tout. Mais effectivement, il y a quand même ce truc de t'as beau être le plus positif, d'avoir un état d'esprit optimiste et tout. La réalité, elle te met quand même une claque, quoi, tu vois. Il y a un thème dans ta musique qui est très présent, et depuis, franchement, quand on écoute ta musique depuis le début, quasiment, c'est le temps qui passe. Tu vois, on sent que c'est quelque chose qui t'angoisse. Tu vois. Justement, peut-être le fait d'en manquer, le fait d'en gaspiller aussi, le fait de passer à côté de ta vie, tu vois, de perdre du temps, en fait, même aussi dans le temps que tu accordes aux gens. Tu as une phase sur le fait, tu dis que... le meilleur cadeau que tu puisses faire à ta petite sœur, je crois, c'est du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es un peu plus en paix avec ça? Ou est-ce que c'est encore un sujet d'angoisse chez toi? Maintenant, en plus, qu'il s'est passé peut-être des choses pour toi et que tu dis, je suis un peu sur le chemin de quelque chose et voilà. C'est une question deep, très intéressante, dont on parle très peu souvent, donc je suis content, mais je crois que faudrait que j'en parle avec un professionnel qui pourrait rentrer dans ma tête, mais je crois qu'une fois que tu as cette angoisse du temps qui passe, je pense que cette angoisse, elle reste peu importe la phase dans laquelle tu es dans ta vie. Pour un exemple concret, c'est que avant Nouvelle École, je pense que j'étais quand même pas très heureux et j'avais pas grand chose pour être heureux, à part la santé, la famille, bien sûr, mais j'avais beaucoup de facteurs personnels qui étaient vraiment la source d'un mal-être et de penchant, voilà, de tristesse et tout, et qui me donnait justement cette angoisse du temps qui passe, parce que tu as le temps qui passe, mais t'es à l'ombre. Et puis après, Nouvelle École, et tout ce qui s'est passé par la suite, a littéralement changé ma vie, et toutes ces choses qui étaient la source d'une tristesse, d'un mal-être un an auparavant, se sont complètement inversées, et aujourd'hui, vraiment, très honnêtement, j'ai tout pour être heureux. Vraiment, c'est ça le problème, c'est que t'as beau avoir tout pour être heureux, tu te rends compte que c'est très triste ce que je vais dire, et j'espère que c'est pas définitif, mais j'ai l'impression que j'ai quand même un penchant, un attrait pour la mélancolie, pour la tristesse que je trouve tellement belle et inspirante, que c'est quelque chose que tu recherches, peu importe l'endroit dans lequel t'es dans ta vie. Et, ça me rappelle Sopra un peu, tu vois. Oui, c'est ça. Et moi, je pense que une fois que t'as réussi à convertir ton malheur en quelque chose d'inspirant, de touchant, d'émouvant, et que t'as réussi à y trouver de la beauté, eh ben, il n'y a plus que là-dedans que t'arriveras à en trouver par la suite. T'as beau être heureux, t'as beau avoir de l'argent. Moi, aujourd'hui, vraiment, j'ai vraiment tout
tout ce dont je pouvais rêver, même plus encore. Tu vois, même plus encore. Des fois, je rigole avec mes potes, je leur dis, mais le ciel, il a fait un projet, comment rendre heureux un mec en 6 mois, ils m'ont choisi comme cobaye. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment genre, c'est une dinguerie, tout ce qui m'est arrivé. Même d'un point de vue extérieur, juste en te regardant sur les réseaux, on sent, on sent le côté un peu, justement, encore une fois, enfantin. Tu sais, genre, tu regardes tout ça avec des yeux d'enfant. Putain, j'ai rentré l'ancienne Belgique. Putain, la cigale. On sent que t'arrives pas en... Ouais, je l'ai fait. Tu sais, il y a un truc vraiment, t'as l'air de savourer chaque seconde. Exactement. Et ça, il faut jamais le perdre. Moi, je vais peut-être m'afficher en sortant une phrase bateau comme ça. T'as les comptes Instagram de développement personnel. Mais disent pas que des conneries, ces comptes, malheureusement. Tu vois, il y a un auteur, je sais plus si c'est Nietzsche ou quelqu'un d'autre, mais qui dit, tu vois, la maturité de l'homme, c'est retrouver le sérieux qu'il avait au jeu quand il était enfant. Et pour moi, il faut toujours avoir ce filtre. Tu vois, oui, il y a la vraie vie, on devient adulte et tout. Mais quand on était enfant, on avait une manière de voir les choses qui, pour moi, est trop belle et j'ai pas envie de la perdre. Et c'est pour ça que j'essaie de garder une certaine innocence. Mais après, sur la question du temps qui passe et tout, c'est qu'en fait, le problème, c'est que quand tu vis quelque chose de... Enfin, je parle de moi, je sais pas pour les gens, mais tu vois, moi, quand je vis une période un peu sombre, un peu triste, le temps qui passe m'angoisse parce que j'ai l'impression que je suis embourbé dans cette période-là de ma vie. Et à l'inverse, comme aujourd'hui actuellement, par exemple, quand je suis heureux, que je suis bien entouré, que j'ai des gens autour de moi, que je passe des jolis moments, le temps qui passe, il m'angoisse aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est du sable qui s'écoule entre mes doigts. Éphémère, et que tu peux pas le retenir. Le but pour moi, c'est pas de me dire est-ce que je serai heureux ou malheureux, c'est comment composer au mieux avec ces penchants pour la mélancolie que j'ai très souvent. Et aussi parce que c'est mon job. C'est-à-dire, moi, des fois, il y a quand même ce truc de... Moi, on me dit beaucoup, surtout dans mon entourage proche, ce truc de... Faut arrêter les chansons tristes, faut, tu vois, un peu de positivité. De gens aussi qui, tu sais, ils écoutent tes chansons, ils ont l'impression que tu vas pas bien. Tu vas vraiment pas bien, alors qu'ils te voient dans la vie, t'es tout sourire. Moi, tu vois, dans ma vie de tous les jours, on dit pas que je suis pas bien, tu vois, quand on me voit. Mais en même temps, moi, je suis convaincu que c'est mon job, en fait. Moi, ce que je sais faire de mieux... faire des chansons positives pour faire danser les gens et tout, il y en a plein qui le font mieux que moi, et voilà, c'est pas ça que j'ai envie d'apporter au monde. Bien sûr, il y a des morceaux plus positifs, il faut toujours un équilibre, mais pour moi, je pense que tous les gens qui écrivent, ils sont obsédés par une œuvre qu'ils espèrent atteindre un jour, et une œuvre avec un O majuscule, et moi, mon œuvre, je crois qu'elle sera plus triste que joviale, et j'ai besoin de cultiver cette mélancolie, tu vois, pour pouvoir un jour espérer atteindre l'œuvre que j'ai envie de réaliser. Et après, voilà, le tout, c'est d'avoir un bon équilibre, d'être bien entouré et de pas trop être tout seul avec toi-même trop souvent, quoi. Peut-être justement, parce que tu parles d'œuvre à atteindre, peut-être une dernière question. Si tu devais, justement, en tant que kiffeur de rap français, j'ai l'impression plus de rap français que de rap américain, si je dis pas, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui t'a animé. Sûr, complètement. Si tu devais, je sais pas, un album et un morceau de rap français. Je dis pas à atteindre, parce que voilà, mais en tout cas que tu peux, c'est un peu comme des goals, quoi. Ouais, exactement. Pour moi, un album qui vraiment pour moi est le meilleur album de rap français personnellement, c'est Trait pour Trait de Sniper. Sniper, ok. Trait pour Trait. Je remets que tu cites ça. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis vraiment personnellement, parce que c'est-à-dire, je l'ai tellement écouté petit, il m'a tellement mis dans des phases de ma life et tout, que pour moi c'est cet album-là et pas un autre. Si j'étais sur une île, je prends cet album et c'est réglé. J'estime pas, si tu me donnais une grille de cotation, c'est pas forcément de notation, j'irais pas, voilà. Mais en termes d'émotion, pour moi, voilà, cet album-là, Trait pour Trait de Sniper, et puis un titre, je pense que quand même j'irais sur Espérance de vie de Youssoupha, qui tu vois, j'aurais pu dire plein d'autres classiques, Les Demain c'est loin, etc. Mais celui-là qui pour moi est celui qui m'a le plus touché et qui continue à beaucoup marquer aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que Demain c'est loin, c'est pas quand même le morceau le plus parfait de rap qu'on puisse faire? Si. C'est pas trop parfait. À chaque fois quand tu le réécoutes et tout, oui. Et puis il est vieux quand même maintenant. Tout l'album. Oui, tout l'album, bien sûr. Mais Demain c'est loin, c'est vraiment genre, je sais pas. Si tu devais définir un morceau, enfin je sais pas, pour moi c'est trop parfait, quoi. Oui, exactement. Mais en fait, si tu veux, Demain c'est loin, il est tellement parfait ce morceau de rap. Que c'est un peu le route de le citer. C'est un peu, moi j'ai pas confiance aux gens quand ils me disent
ah, j'adore le rap, j'écoute IAM. Ouais, Et t'es en mode, ouais, mais bien sûr, mais IAM normal, parce que c'est les légendes, c'est les plus grosses légendes du rap pour moi. Bien sûr. Et du coup, t'as envie de les tester. Est-ce que, tu vois, mais t'es Kemat, je sais pas, t'as envie de poser des petites questions à droite, à gauche pour voir si vraiment ils connaissent et tout, où je vis et tout, tu vois, mais non, bien sûr. Mais oui, c'est vrai que si on va sur. Je pense qu'IAM hors catégorie parce qu'ils ont déjà gagné. Mais c'est juste parce que demain c'est loin, tu l'as cité, c'est vrai qu'en fait, et comme tu l'as dit, à chaque fois que tu le réécoutes, il y a un truc vraiment de, je sais pas, genre si je devais quand même citer un morceau de rap à quelqu'un qui sait pas c'est quoi le rap français, je crois que je citerais celui-là. Oui. Et en même temps, on peut m'en dire plein d'autres. Exactement. Parce que, voilà, ouais, je suis d'accord. Voilà. Youssef, c'était un plaisir de t'avoir. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Force pour la suite et le EP en attendant l'album du coup. En attendant l'album, bon, ça va être bien. Très bien. Je m'y mets déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.